Il se promène en jet privé. Les signes extérieurs de richesse ne le quittent jamais. C'est même devenu sa marque de fabrique. Ce roi de la flambe fait partie des 100 plus grosses fortunes du showbiz. C'est un rappeur. Il se fait appeler Puff Daddy. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais aux États-Unis, c'est une véritable icône, au moins aussi connue que Madonna. On ne compte plus les couvertures de magazines qui lui sont consacrées. Aujourd'hui, immensément riche, sa fortune dépasse les 400 millions de dollars. Puff Daddy, c'est l'histoire d'un enfant des ghettos qui a conquis l'Amérique blanche. C'est à New York, le 24 novembre 1969, que commence la vie du petit Sean, celui qui se fera appeler plus tard Puff Daddy. Sean est l'enfant d'un couple amoureux, aux revenus très modestes. Sa mère Janice est une très belle femme de 22 ans, elle rêve de devenir mannequin. C'est Melvin, le père, qui avec son salaire de chauffeur de taxi, assure la subsistance de la famille. Ils vivent alors dans un quartier très pauvre, Harlem. En cette fin des années 60, c'est un vrai ghetto. Plus d'1 million de Noirs s'y entassent dans des conditions de vie misérables. Harlem est alors l'endroit le plus dangereux des États-Unis. Dans le quartier de naissance du petit Sean, nous avons retrouvé un homme qui se souvient bien de l'atmosphère qui y régnait à l'époque. Hazy, 45 ans, est un ancien dealer qui, lui, n'a jamais quitté Harlem. Harlem, dans les années 70, pour les Noirs, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de pauvres, beaucoup de cas sociaux, beaucoup de drogue. C'était vraiment dangereux ici, surtout pour ceux qui jouaient avec le feu. Si tu restais dans le droit chemin, tu pouvais t'en tirer, mais dès que tu faisais le moindre écart, c'était fini, tu risquais ta vie. Quitter le droit chemin, c'est justement ce que va faire Melvin, le père du petit Sean. Car malgré les sourires sur les photos posées, les fins de mois sont difficiles dans la famille. Pour arrondir son petit salaire de chauffeur de taxi, le père va rendre des services aux trafiquants de drogue du quartier. En fréquentant la pègre, il prend des risques. Il va le payer très cher. Le 25 janvier 1972, à l'aube, une patrouille de police découvre le cadavre de Melvin. Il a été abattu au volant de sa voiture. 3 balles dans la tête. Pour seule oraison funèbre, un autre filé dans les pages faits divers. Pour la presse de l'époque, ce meurtre est un banal règlement de compte entre trafiquants de drogue. L'homme abattu était un dealer. Le petit Sean n'a que 3 ans quand il perd son père. Janice, sa mère, est sous le choc. Traumatisée, elle ne veut pas d'un tel destin pour son fils. Le décès du père de Puffy, c'était un électrochoc pour sa maman. Sa grande peur, c'est qu'il finisse comme son père, c'est-à-dire trafiquant. Et donc c'est pour ça qu'elle fait tout pour le sortir de là, pour le sortir d'Harlem. Depuis ce jour, Janice est prête à tout sacrifier pour que son fils grandisse dans un cadre de vie plus tranquille. Elle abandonne ses rêves de top modèle pour se mettre à travailler jusqu'à 18 heures par jour. Le matin, elle est chauffeur de bus. L'après-midi, assistante maternelle. Et elle passe souvent ses nuits à l'hôpital comme aide-soignante. En 1981, Sean a alors 12 ans quand sa mère a assez d'argent pour déménager. C'est un tournant décisif pour la carrière du futur Puff Daddy. La petite famille s'installe dans une banlieue très paisible de New York, Mount Vernon. Un quartier pavillonnaire où cohabitent des blancs de la classe moyenne et la bourgeoisie noire. Sean, pour la première fois, sort du ghetto et découvre vraiment ce qu'est le monde et ce qu'est vraiment la société américaine, avec des classes sociales plus élevées. Il est voisin avec des blancs, avec des noirs. Donc, pour lui, c'est un peu une révélation et il va vouloir tout de suite s'intégrer
dans ce nouveau modèle social, et c'est quelque chose qui toute sa vie va garder pour être à la fois accepté d'un public blanc, d'un public noir et d'un public en général. Pour un futur rappeur, c'est plutôt mal parti car sa mère veut en faire un enfant modèle, scolarisé dans la meilleure école. Elle l'inscrit à la St. Michael Academy, un établissement catholique pour garçons. À $3 000 par an, c'est un luxe. Mais rien n'est trop beau pour son fils. Janis reporte sur lui toutes ses ambitions personnelles. Elle veut qu'il ait une éducation, on va dire vraiment la même éducation que pourrait avoir quelqu'un issu d'une bonne famille, d'une famille aisée blanche. Et elle arrête pas de lui dire, écoute tes professeurs, fais ce que tes professeurs te disent, fais tes devoirs. Pour elle, c'est très important en fait ce côté-là qu'il réussisse à l'école, parce que pour elle, c'est vraiment la clé du succès après professionnel. Sean, poussé par sa mère, est un excellent élève. C'est un enfant très sûr de lui. Parfaitement intégré dans ce milieu de blancs, c'est la vedette de l'équipe de baseball du collège. Ses copains de classe lui ont trouvé un surnom, Puff. Il était bon en sport. Puff, c'est gonfler les poumons, c'est être un petit peu costaud comme ça, et c'est une attitude qu'il avait, et donc c'est un diminutif qu'il a gardé, Puff, pour dire je fais le costaud, je suis là, quoi. Janis est très fière de son collégien modèle. Ce qu'elle n'imagine pas, c'est que derrière son dos, dès qu'il a fini ses cours, il file en douce à Harlem. Il mène une double vie, il est étudiant modèle la journée, et le soir, il continue à voir ses anciens copains, qui sont toujours ses amis, à Harlem. Des heures entières, il traîne avec ses copains dans la rue. Du coup, Sean se trouve aux premières loges pour assister à une petite révolution, l'émergence à Harlem d'un courant musical qui va marquer la fin du XXe siècle, le rap. Pas besoin d'instrument de musique, il suffit d'une voix pour le pratiquer. Yo, it's like gangsta, everybody love it, white Porsche top down. Dans une cage d'escalier ou dans la rue, n'importe qui peut alors s'improviser musicien. Dorian Harrington est aujourd'hui un producteur de musique reconnu. Il a lui aussi assisté tout gamin à l'explosion de ce courant musical. Pour lui, c'est le manque cruel de moyens offerts aux jeunes des ghettos qui explique l'émergence de ce phénomène. Le rap est apparu à cause de l'absence de cours de musique dans les écoles publiques des quartiers pauvres. Alors les gens se sont dit, putain, si je ne peux pas apprendre à jouer du saxophone ou des percussions à l'école, je vais utiliser mon propre instrument, ma voix. Du coup, dans les années 80, le rap commence à devenir un business. Des groupes comme Run DMC connaissent un gros succès dans les quartiers pauvres. Les gamins du ghetto s'arrachent les disques de ces rappeurs qui s'adressent à eux. Mais le rap reste alors cantonné à la seule communauté noire. En 1989, le groupe Public Enemy vend tout de même plus d'1 million de disques avec des chansons particulièrement contestataires aux textes explicites. Sean a alors 18 ans. Dans sa vie de lycéen rangé, il se rend compte que le rap reste totalement étranger à ses petits camarades blancs. Les gens qu'il rencontre dans son collège privé, ils sont pas vraiment conscients de ce qui se passe à Harlem. Les blancs sont avec les blancs, les noirs sont avec les noirs, ça ne se mélange pas. Sean continue à être un fils modèle. Sa mère est aux anges car il est reçu à l'université de Washington en section marketing. Janis le voit déjà cadre supérieur d'une grande entreprise, mais cela n'arrivera jamais, car Sean va faire une rencontre qui va tout bouleverser. Nous sommes alors en 1990, lorsqu'à Harlem, un ami lui présente André Harrell. Cet homme de 29 ans est un des premiers businessmen du rap. Il a monté sa propre maison de disques, Uptown Records. Pour Sean, c'est une vraie révélation. On peut gagner de l'argent grâce au rap. André Harrell, en fait, pour lui, c'est un modèle, c'est le businessman, c'est
C'est le mec qui est parti de rien, qui est arrivé à monter son label, qui a du succès avec ses artistes et il le voit, il est habillé en costard. Pour Puffy, c'est un rêve en fait. Il voit débarquer devant lui exactement ce que lui aimerait être. À 22 ans, Sean plaque ses études. Il veut absolument travailler avec ce fameux Harrell. Le producteur le prend en stage et ne va pas le regretter, car son jeune stagiaire est surmotivé. Toujours tiré à 4 épingles, le matin il arrive le premier au bureau et fait du zèle. Il prend des notes, il a tout le temps son calepin, il essaie de tout savoir, tout ce qui se passe dans le label, il est super efficace. Il a tellement envie en fait de gravir les échelons qu'il donne tout. Le boss est impressionné par sa motivation. Alors, il va lui donner la chance de sa vie. Il lui demande de s'occuper d'un groupe de rap encore inconnu, Jodeci. Sean, toujours stagiaire, saisit aussitôt cette occasion en or. Il veut montrer de quoi il est capable. Alors il passe de longues heures dans les studios, enfermé avec le groupe Jodeci. Il est très directif, multiplie les prises de voix, retravaille sans cesse leur musique. Car il sait ce qu'il veut. Il a une intuition géniale, faire du rap qui plaise aussi aux Blancs. Il a l'idée pour ça de réunir dans un même morceau le rap qui est avec des rythmes assez urbains qui va plaire donc à une population noire et de la mélodie romantique, sirupeuse, c'est comme on veut, qui plaît aux Blancs, notamment ce que fait Whitney Houston à l'époque. Et a priori, à écouter Whitney Houston, ça ne va pas être facile. Des mélodies sirupeuses, des textes qui parlent d'amour, rien à voir avec le rap de l'époque. Alors, comment Sean va-t-il s'y prendre pour marier ces deux musiques si opposées? Le 28 mai 1991 sort le premier morceau de Jodeci. À l'époque, c'est un ovni. Des mélodies mielleuses chantées par des rappeurs avec casquette. Dans leur clip, il n'y a plus aucune référence au ghetto. Cette forme de rap, c'est à l'époque révolutionnaire et cela va plaire au public le plus large. Aux États-Unis, Jodeci devient même un vrai phénomène. Ce sont les premiers rappeurs à passer en boucle sur les grandes chaînes musicales. Résultat, 3 millions d'albums vendus en quelques mois. Pour un premier coup, c'est un coup de maître. Le patron, André Harrell, est bluffé. Son stagiaire de 22 ans vient de lui offrir le plus gros succès de sa maison de disques. Alors, il va lui faire un vrai contrat avec un gros salaire, $12 000 par mois. Sa carrière ne pouvait pas mieux commencer. André Harrell devient le mentor de Puffy et il l'amène carrément chez lui, il le laisse habiter chez lui, dans sa maison. Donc pour Puffy, c'est extraordinaire parce que Puffy, en fait, lui qui venait de rien, il va être aux premières loges en fait, du business. André Harrell l'amène partout, ça devient son protégé. Sean, alias Puffy, prend de l'assurance. Très vite, il ne va plus quitter ses lunettes noires. Il change de look et aussi de nom. Dorénavant, il se fait appeler Puff Daddy. Un nom qui résume son parcours. Puff, c'était le surnom donné par ses petits camarades de l'école. Daddy, dans l'univers du rap, ça signifie chef. Bref, le petit garçon a réussi, mais son incroyable ascension va connaître un violent coup d'arrêt. 7 novembre 1991, un événement traumatise l'Amérique. Le champion de basket Magic Johnson, un des sportifs les plus populaires du pays, annonce publiquement qu'il est séropositif. À cause du virus du sida que j'ai contracté, je vais être obligé d'arrêter ma carrière de basketteur. Cette déclaration bouleverse tout le pays. Puff Daddy, opportuniste, veut surfer sur cette immense émotion.
il décide d'organiser au New York City College un énorme concert de charité contre le sida. Au passage, c'est une occasion en or de faire parler de lui. L'idée semble bonne, pourtant cela va très mal se passer. Le 28 décembre 1991, le soir de ce fameux concert, tout semble bien démarrer. 2 heures avant, il y a déjà foule. J'étais à ce fameux concert qu'organisait Puff. C'était démentiel. Il y avait une queue énorme sur 2 ou 3 pâtés de maison. Seulement voilà, Puff Daddy a vendu beaucoup trop de tickets. Il n'y a pas assez de place à l'intérieur pour laisser rentrer tout le monde. À l'extérieur, la foule s'impatiente. Paniqué, le jeune producteur ferme aussitôt les portes d'accès. Les gens dehors étaient furieux. Ils avaient dépensé 20 ou 30 $. À l'époque, c'était beaucoup d'argent pour ce genre de fête. De nombreuses personnes essayent d'entrer de force par les issues de secours. Puff Daddy les condamne aussitôt. Mais dans la salle, il y a déjà trop de monde. Le public panique et veut sortir, mais c'est le piège. Il n'y a plus d'issue. De nombreuses personnes sont écrasées par la foule. Les témoins décrivent des scènes d'horreur. Trop de monde qui n'arrive pas à sortir. Beaucoup de personnes qui disent qu'une chose horrible vient d'arriver. Ce soir-là, le bilan est dramatique. 9 morts, 29 blessés. Puff Daddy se retrouve accablé par tous les médias. Il devient célèbre, mais pas comme il l'imaginait. Sa première conférence de presse est d'ailleurs pathétique. And whatever must be done to ensure that this never, ever, ever happens again. Il va s'en tirer sans aucune condamnation judiciaire. Mais son image est très sérieusement entachée. Même Harrell, son mentor, qui a peur que cette affaire nuise à son label, prend ses distances. Quelques mois plus tard, il va carrément le virer. Puff Daddy a tout perdu. En moins d'1 an, il a connu la gloire et la déchéance. C'était au début de la carrière de Puff Daddy. Et pour n'importe qui d'autre, un truc comme ça aurait dû briser sa carrière. Mais c'est mal le connaître, il a su trouver l'énergie pour rebondir. 1993, Puff Daddy n'a plus un sou en poche, alors il va retourner vivre en banlieue chez sa mère. Mais il n'a rien perdu de son ambition, comme il est grillé dans le monde du rap, il décide de monter sa propre maison de disques, qu'il installe dans sa chambre, chez maman. Le voici patron de sa petite entreprise, qu'il baptise Bad Boy, mauvais garçon. Reste maintenant l'essentiel, trouver des chanteurs. Déterminé, il va sillonner les ghettos noirs de New York à la recherche de la perle rare. Il va rapidement la trouver dans la rue. Il s'appelle Christopher Wallace. Il a 21 ans et déjà une petite réputation dans son quartier, où on le surnomme Biggie, littéralement le gros. Mais pour l'instant, il ne vit qu'en dealant du crack. Un physique pas très glamour, un pédigré de voyou, mais Puff a senti qu'il avait quelque chose d'unique, sa voix. La voix de Biggie, elle avait ce côté très particulier d'être à la fois grave et d'avoir beaucoup de profondeur, d'avoir quelque chose vraiment d'exceptionnel et d'avoir en même temps un côté assez chaud, c'est-à-dire de réconfortant et de vraiment de touchant, quoi. C'est vraiment une voix exceptionnelle, quoi. Mais Puff Daddy, roi du marketing, sait que pour vendre beaucoup de disques, même une voix exceptionnelle, cela ne suffit pas. Alors, il va complètement relooker ce gros rappeur pas très sexy, avec une idée géniale en tête, lui façonner une image de gagnant pour qu'il fasse rêver l'Amérique entière. Toute l'idée de Puff Daddy, c'est de prendre un individu lambda, surdoué quand même, et d'en faire un modèle de réussite américain. En 1994, voici son premier clip. Puff Daddy a déguisé le petit dealer du ghetto en milliardaire. Il le met en scène dans d'immenses villas, buvant que du champagne. Tous les clichés d'une success story à l'américaine y passent. On y retrouve bien sûr les belles filles qui se prélassent dans des yachts et des dollars à ne plus savoir qu'en faire. Puff Daddy lui a même trouvé un petit nom. Notorious Big, littéralement le gros célèbre. L'histoire a beau être fabriquée de toutes pièces, l'Amérique va se laisser prendre.
C'était un artiste rap et il en a fait un artiste pop. Il l'a marketé, il en a fait quelque chose, un produit qui était accessible pour le monde entier. Le produit fabriqué par Puff Daddy fascine tout de suite le public américain. Son premier album est un énorme succès. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus en quelques mois. Le faux milliardaire devient numéro 1 des ventes. Du jamais vu pour un rappeur. Et son poulain enchaîne les tubes. Big Notorious, le gros célèbre, porte maintenant très bien son nom. C'est devenu une énorme star du showbiz. Puff Daddy a maintenant 25 ans. C'est un jeune homme très riche, car il touche environ $4 par album de Notorious Big. Un an seulement après avoir créé sa maison de disques, la fortune du jeune homme d'affaires dépasse les 50 millions de dollars. Il peut se permettre d'installer le siège de sa maison de disques au cœur de New York, et pas n'importe où, sur Broadway, l'avenue mythique du showbiz américain. Son entreprise Bad Boy s'installe dans cet immeuble avec plus d'une centaine de salariés. Malgré son look de rappeur, Puff Daddy s'est transformé en un redoutable chef d'entreprise. DJ Spank est un DJ français qui anime une émission de radio à New York. Il a travaillé plusieurs fois avec Puff Daddy et a été surpris par le climat qu'il fait régner dans sa maison de disques. Quand Puff arrive au studio, tout le monde avance et tout le monde sur le brin de combat, tout le monde est en panique, ça nettoie de tous les côtés, ça stresse tout le monde. Il y a Puff qui va venir, vous bougez pas. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, toi? Tout le monde au garde à vous, quoi. C'est clair, le patron arrive, toi. Il est quand même assez sévère, je sais qu'il est arrivé à des moments, il a vu des têtes, ça lui revenait pas, et il a demandé à ce qu'on les verse sur le champ, quoi. Tu vois, juste parce que leur tête, pour lui, ça cadrait pas avec ce qu'il veut de son entreprise. Le patron Puff Daddy se permet tout. Comme de parader dans les clips de son protégé, Notorious Big. C'est alors un des seuls producteurs de musique à se mettre sur le devant de la scène. Il ne veut pas rester dans l'ombre de sa star. Puff Daddy est narcissique. Il veut que toute l'Amérique sache qu'il a réussi. Et sa richesse, il ne l'étale pas que dans les clips. Pour s'en rendre compte, il suffit de pousser la porte d'un des plus grands joailliers de New York. Ici, la moindre breloque, comme cette croix en diamant, vaut 30 000 €. Un jour, Puff Daddy a débarqué dans cette boutique pour fêter les premiers succès de son label. Monsieur Jacobs, le bijoutier, n'avait pas l'habitude de servir des clients au goût si particulier. Ses pièces favorites étaient ses têtes de Jésus. À l'époque, il adorait porter ce pendentif religieux. Mais Monsieur Jacobs s'est très vite plié au goût de Puff Daddy, car dans son magasin, il a toujours dépensé sans compter. Vous savez, ici, il nous a acheté une vingtaine de montres. Je peux vous montrer lesquelles. Celle-ci vaut 244 000 $. Il y a aussi le modèle multicolore à 120 000 $. Puffy a toujours été au top du design. Il veut tout contrôler. Et il dit toujours « Cela est génial, cette pièce est encore mieux. Allez, fabriquons celle-là. » Il veut toujours qu'on lui construise des nouvelles pièces, qu'on fabrique des modèles uniques. Car il veut toujours être le premier à porter les nouveaux modèles. Flambeur hors pair, producteur à succès, en ce milieu des années 90, Puff Daddy est même sacré par la presse musicale, roi du hip-hop. Il est au sommet, a priori, plus rien ne peut lui arriver. Et pourtant, son insolente réussite fait des jaloux. Puff Daddy va se retrouver au cœur d'une sanglante guerre civile entre rappeurs américains. Alors que Puff Daddy fait fortune à New York, sur la côte est des États-Unis, la menace va venir de la côte ouest, de Los Angeles. Dans cette ville, un producteur de rap règne en maître absolu. Il s'appelle Suge Knight et il n'a pas l'air commode. Lui aussi a monté sa maison de disques. Son nom, Death Row, le couloir de la mort. Suge Knight est le fondateur d'un nouveau courant du rap, le gangsta rap. C'est-à-dire le rap des gangsters.
des rappeurs qui sont tout d'abord gangsters, donc qui revendiquent vraiment ce côté, ils sont gangsters, ils vendent de la drogue, ils sont macros, ils ont des prostituées à leur charge, et voilà, et donc maintenant ils font du rap pour faire de l'argent. Et ce n'est pas du chiquet. Suge Knight recrute ses rappeurs dans les rangs des gangs de Los Angeles. Sa star à cette époque, ici à côté de lui, s'appelle Tupac. C'est un poulain du genre fougueux. Il a une manière bien à lui de répondre aux journalistes. Hey, have a good summer. Have a good summer, biatch. Tupac est la star de la côte ouest. Ce qui énerve son producteur Suge Knight, c'est qu'un autre rappeur lui fasse de l'ombre. Cet homme, c'est bien sûr Notorious Big, le protégé de Puff Daddy, le roi de la côte est. Ils étaient chacun les représentants de leur côte. Death Row était le plus fort sur la côte ouest. Bad Boy était le plus populaire sur la côte est. Ces deux personnes avaient un problème personnel, les gens s'en sont emparés et ça a fait que tout le monde a commencé à s'embrouiller. Cette rivalité entre les rappeurs de la côte ouest et ceux de la côte est va déraper en une violente guerre. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un clip sorti en septembre 1994. Un clip de Tupac. Rappelez-vous celui qui crache sur les journalistes. Il se met en scène face à des sosies de Big Notorious, le gros célèbre, et de son patron, Puff Daddy. C'est une vraie déclaration de guerre adressée à ses rivaux de la côte est, car il y orchestre leur assassinat. Quelques semaines plus tard, Puff Daddy se venge par clip interposé. Du jamais vu dans l'histoire du showbiz, des grandes stars jouent à s'entretuer. Cela va dégénérer, la réalité va rattraper la fiction. Le 30 novembre 1994, lors d'un séjour à New York, Tupac se fait tirer dessus. Atteint de plusieurs balles, il échappe à la mort, ce qui ne l'empêche pas de faire un doigt d'honneur aux journalistes. Quelques semaines plus tard, à New York, la tension va monter encore d'un cran. Car tout le monde du rap, Est et Ouest, doit se retrouver pour une cérémonie de remise de prix. Suge Knight, le patron de la côte ouest, est en terrain ennemi. Mais il ne va pas hésiter à mettre de l'huile sur le feu en provoquant son rival Puff Daddy. Don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Et un de ses poulains, Snoop Doggy Dogg, va en rajouter en insultant les rappeurs de la côte est. Y'all don't love us. So let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast. Côte est, celui qui se charge de répondre, c'est Notorious Big. Dans la salle, on est au bord de l'affrontement. Puff Daddy prend peur, il tente alors d'apaiser les esprits. I'm a positive black man and I make music to bring us together, not to separate us. And all this East and West that need to stop. Mais c'est peine perdue. Cette incroyable guerre va se terminer dans le sang, avec l'assassinat coup sur coup de ses deux plus grandes stars. Tupac à Las Vegas le 7 septembre 1996. Puis Notorious Big à Los Angeles le 9 mars 1997. Tous les deux abattus par balles, deux meurtres qui ne seront jamais élucidés. L'émotion est considérable dans le pays. L'Amérique vient de perdre deux de ses chanteurs les plus populaires. Ils n'avaient tous les deux que 25 ans. Puff Daddy, qui a vu son protégé mourir devant lui, est dévasté. Il a perdu un ami, mais pas seulement. À la mort de Biggie, Puff Daddy perd sa cash machine. C'est le rappeur avec qui il a eu la reconnaissance artistique, professionnelle, commerciale. Donc, il a un vrai souci pour la suite. Puff Daddy doit d'urgence trouver un remplaçant à Notorious Big. Il ne va pas réfléchir longtemps. À la surprise générale, ce sera
Puff Daddy lui-même. Là, il se dit qu'après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il s'est dit, je suis un pro du show business, un homme d'affaires. Je sais que je peux le faire, je suis persuadé que je peux le faire. Je vais leur montrer qu'il n'y a pas besoin d'écrire des paroles compliquées, qu'il suffit de trouver une musique sympa pour vendre plein de disques. Sa nouvelle recette, faire du neuf avec du vieux. Voici un des plus grands tubes de la pop des années 80, Every Breath You Take du groupe Police. Et voilà comment il le recycle. Puff Daddy, en reprenant la mélodie d'un tel standard, ne risque pas de se rater. Sa chanson est un hommage à son ancien poulain. Il a d'ailleurs invité la veuve de Big Notorious à chanter avec lui. Titre du morceau, I'll be missing you, tu vas me manquer. Toujours aussi opportuniste, Puff Daddy surfe sur l'immense émotion qui a suscité la mort de Notorious Big, seulement 3 mois après sa disparition. Puffy a fait un coup commercial avec I'll Be Missing You juste après la mort de son ami. Il a fait un morceau en hommage à son ami et il en a profité, c'est clair et net. C'est la meilleure façon et le meilleur moment pour lui de se lancer officiellement en tant que rappeur. Dès la première semaine, son album Hommage se vend à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis, un record pour un chanteur novice. Il rafle tous les prix. Et à chaque fois, fait le spectacle dans la salle avec des tenues qui font l'événement. I think there's a man that deserves this honor more than me, and that's the Notorious B.I.G., y'all. So I want to dedicate these awards to him, and I want to thank God, especially my moms. Janice, sa mère, est comblée, plus rien ne peut arrêter son fils. Car il gagne énormément d'argent en enchaînant les tubes, à chaque fois avec sa même formule magique, recycler les succès du passé. Sur celui-ci, David Bowie, Let's Dance. Dorénavant, tout ce qu'il touche se transforme en or. Sur son nom, devenu symbole de réussite, il peut tout vendre. Comme des vêtements qui n'ont plus grand-chose à voir avec le rap. Cette année, il a même lancé son propre parfum. Actuellement, c'est le plus vendu aux États-Unis. Puff Daddy, le petit gamin des ghettos noirs, a réussi à bâtir son incroyable fortune avec une idée simple, faire rêver l'Amérique blanche.